Donc bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Pierre-Michel Delecroix, le nouveau maire de Saint-Maur, puisque vous savez que notre... Merci, c'est gentil. Puisque notre maire Sylvain Berrios est devenu député et que le non-cumul des mandats lui interdit donc de conserver la fonction de maire, il a démissionné. Il m'a proposé au conseil municipal et j'ai été élu donc le 23 juillet. Je suis très fier et honoré de pouvoir poursuivre dans la continuité l'ensemble du programme municipal de Saint-Maur Notre Choix. Ce soir, alors vous deviez être plus nombreux normalement, il y a eu un petit problème de communication, mais en tout cas, d'abord, je vous remercie d'être là ce soir. On est ravis d'accueillir aux côtés donc, du professeur Soucy, qui est conseiller municipal, le professeur Robert Cohen, éminent pédiatre, qu'on vous présentera plus en détail tout à l'heure. Alors j'ai la chance de bien le connaître, non, mais en tout cas, c'était le médecin, le pédiatre de ma fille. Alors vous doutez bien que je suis encore plus content de le voir. Dans la salle, vous avez quelques élus. Vous avez Jean-Marc Breton, qui est délégué à la santé et président du CHIC. Donc merci Jean-Marc d'être là. Il y a Bruno Bismuth, qui est délégué à l'hygiène et au bruit. Et puis vous avez, je vois, Jacqueline Laval, qui est déléguée en charge des résidences autonomie. Je pense que j'ai fait le tour des élus concernés par le sujet, en tout cas plus ou moins près des sujets médicaux. Je ne peux malheureusement pas rester ce soir, mais en tout cas, je vais évidemment laisser le micro au professeur Soucy, qui va pouvoir animer la soirée. Et merci en tout cas, professeur Robert Cohen, d'être présent ce soir. Merci beaucoup. Donc très bonne soirée, et puis à très bientôt. Comme ça, tu n'as pas d'effet Larsen. Ah ben oui, comme ça, je garde celui-là, d'accord. Bien. Merci, monsieur le maire. Donc, au nom de monsieur le maire qui vient de vous parler, Pierre-Michel Delecroix, au nom de monsieur Sylvain Berrios également, puisqu'il avait été aussi à l'origine de cette conférence, qui est maintenant donc député du Val-de-Marne et ancien maire, monsieur Jean-Marc Breton, qui a été présenté, donc délégué à la santé et président du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je voudrais remercier très vivement mon collègue et ami, le professeur Robert Cohen, d'avoir accepté d'animer cette conférence consacrée à l'évolution des recommandations vaccinales. Alors, comme vous le savez, les vaccinations représentent l'un des progrès majeurs dans l'histoire de l'humanité. Et si nous sommes là ce soir, c'est sûrement en partie grâce au vaccin. Sans vouloir être exhaustif, je citerai le premier vaccin contre la variole, mis au point par Jenner en 1796. J'espère ne pas déflorer ce que tu vas dire. Puis Pasteur avec le vaccin contre la rage en 1885. Et au XXe siècle apparaissent notamment les vaccins contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, enfin je pourrais en citer comme ça beaucoup, la grippe, la poliomyélite, les hépatites, etc. Et plus récemment, ceux contre les papillomavirus et évidemment le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. Alors pour en venir au professeur Cohen maintenant, donc le professeur Cohen est pédiatre à Saint-Maur et infectiologue également, donc pédiatre infectiologue. Il exerce dans le service de pédiatrie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, dans le cadre de l'université Paris-Est Créteil, l'UPEC. Il est également, il va me le confirmer, vice-président de la Société française de pédiatrie et président du GPIP, qui est le groupe de pathologies infectieuses pédiatriques de cette même société. Il a créé le réseau Infovac, afin d'informer notamment les professionnels sur les problématiques liées à la vaccination. Et il a également créé l'association clinique et thérapeutique infantile du Val-de-Marne, qu'on appelle l'ACTIV, ACTIV. Il a également présidé pendant de nombreuses années le groupe de travail des médicaments anti-infectieux
le GTA, au sein de la commission d'AMM de ce qu'on appelle maintenant l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Alors, le professeur Cohen s'est particulièrement intéressé aux infections à pneumocoques, aux tests rapides de diagnostic, aux otites, au Covid-19, ainsi qu'à la résistance aux antibiotiques. Il a publié plus de 450 articles ainsi que plusieurs ouvrages consacrés aux infections et aux vaccins. Et il présente régulièrement ses travaux dans des congrès nationaux et internationaux consacrés à ces thématiques. Il est donc le mieux placé pour nous parler aujourd'hui de l'intérêt des vaccinations et de leur aspect évolutif. Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre des conférences santé initiées par la ville depuis déjà plusieurs années, est organisée en collaboration, en partenariat avec la CPTS, qui est la communauté professionnelle territoriale de santé Saint-Maur-Ouest-Joinville, qui est animée par 3 médecins, mais je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas encore vus, les docteurs Medioni, Yana et Ferrat, qui sont professeurs de médecine générale à la faculté de médecine de Créteil. Et je pensais que le docteur Medioni aurait dit un mot, mais peut-être à la fin de la conférence, parce qu'il n'est pas encore là. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la parole au professeur Cohen, que je remercie encore de nous faire l'honneur de sa visite. Merci Claude. D'abord, je voudrais vous dire que ça me fait plaisir d'être là, parce que c'est la ville où je vis de Saint-Maur depuis 35 ans, et je n'ai pas fait de gros efforts pour venir. Je peux venir à pied, il n'y a pas de problème, en moins de 10 minutes. Toujours quand on commence une conférence, que Claude m'a présenté, et je trouve que c'est important de comprendre cette filiation dans les maladies infectieuses, qu'il n'y a pas que le traitement, il y a la prévention, et que tout ça est extrêmement lié. Et mon parcours est lié vraiment à ça. Et je vais vous raconter 2 secondes ce parcours. D'abord, j'ai oublié de vous dire, vous posez des questions quand vous voulez. Les diapos, c'est fait pour que je me retrouve à l'endroit où j'étais, mais vraiment, n'hésitez pas. Alors, c'est très important de comprendre parce que ça donne des évolutions de société. Alors voilà. Donc, c'est une vieille histoire. J'ai commencé à créer un groupe de recherche en pathologie infectieuse en 1988. Ça fait maintenant un bail, d'accord ? Et en créant ce groupe, on a commencé à faire des recherches. À l'époque, il n'y avait que les antibiotiques. Claude, c'est là où j'ai rencontré Claude. Claude, qui était professeur de microbiologie à Henri Mondor. Et on participait. Et ce sont finalement les gens qui travaillaient comme Claude à l'ANSM qui m'ont dit « tu as l'air de comprendre quelque chose aux antibiotiques. Tu ne veux pas venir travailler avec nous pour évaluer les antibiotiques ?» Il n'y avait pas de nouveaux vaccins. Jusqu'aux années 90, on est resté à la situation que décrivait Claude tout à l'heure. Il y avait 4, 5, 6 vaccins. Et puis, les choses étant, à partir de 2000, on peut dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux antibiotiques qui aient changé la vie des gens. Jusqu'aux années 2000, on avait tout le temps de nouveaux antibiotiques qui nous permettaient plus ou moins de résoudre les situations. Et puis à partir des années 2000, ça s'est tari. Ça s'est tari parce que c'est très difficile de trouver des nouveaux antibiotiques sur des germes résistants, à la fois leur coût de développement, les effets indésirables, etc., fait que ça s'est tari. Et puis comme j'étais le seul pédiatre du groupe dont faisait partie Claude à l'époque, sont arrivés des nouveaux vaccins. Et puis on m'a dit, t'es le seul pédiatre, tu t'en occupes. Simple comme bonjour, tu te débrouilles. Parce que nous, on ne connaît rien, les médecins d'adultes qui s'occupent de maladies infectieuses, ils ne s'intéressaient pas à la prévention. Maintenant, ils s'y intéressent. Donc c'est comme ça que j'ai pendant des années évalué la mise sur le marché de nombreux antibiotiques. Et puis donc je suis resté une vingtaine d'années, et puis est arrivée l'affaire du Mediator. J'ai rien à voir avec l'affaire du Mediator, mais on a voulu laver plus propre. C'était plus possible de faire de la recherche et d'évaluer. C'était plus possible, parce que lien d'intérêt, parce que forcément, quand vous faites de la recherche, il y a un moment, il faut avoir des financements de tel ou tel laboratoire. Et pour la recherche, il faut se rendre compte que les financements
représentent des sommes considérables. Une étude, c'est extrêmement coûteux. C'est en plusieurs millions d'euros, d'accord? Et puis donc j'ai démissionné, puis je suis retourné à mon groupe de recherche, d'accord? Et donc aujourd'hui, je continue à faire de la recherche avec toutes les firmes pharmaceutiques qui produisent des vaccins. Et puis, vous m'avez vu souvent sur des écrans de télé, parce que le Covid, on n'était pas beaucoup de gens à connaître, quoi. Voilà, donc, et puis, je voulais défendre cette spécificité des enfants, et je peux vous dire qu'on a joué un rôle considérable pour le fait que les écoles n'aient pas été fermées, ou le moins longtemps possible, ce qui a été, pour nos enfants, absolument fondamental. Donc, voilà une filiation comment j'arrive. Et aujourd'hui, pratiquement 90%, 95% de la recherche que je fais concerne les vaccins. Alors, Claude a bien dit ce point-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Notre survie aujourd'hui, je pourrais vous donner des pistes pour la suite, a dépendu, en tout cas, entre la fin du 19e et le début du 20e, de l'augmentation de l'hygiène, d'accord, des anti-infectieux et des vaccins. Maintenant, il y a d'autres soucis qui se posent, mais si on est passé de cet allongement de durée de vie à ça, c'est quand même les progrès qu'on a fait, d'accord? Et le Covid, vous êtes bien aperçu que si on veut contrôler une maladie infectieuse sans vaccin, c'est quand même très compliqué. Les masques, la distance les uns des autres, etc., ça empêche pratiquement toute vie sociale. Et sur le temps, on s'imagine bien que c'est pas possible. Enfin, vous avez vu les conséquences psychologiques et psychiatriques qu'il y a pu avoir liées à ces différentes périodes. D'accord. Et puis, le pays de Pasteur, qui est quand même, comme l'a dit Claude, on reviendra, le deuxième inventeur de vaccins après Jenner, était devenu défiant vis-à-vis des vaccins depuis le milieu des années 90, avec cette polémique qui est née qu'en France, c'est ça qui est extraordinaire, entre la sclérose en plaques et l'hépatite B. C'est parti dans les journaux à 400 à l'heure, et puis les gens ont perdu confiance en la vaccination, et nous ne le sommes plus, les recordman du monde de la défiance vaccinale. On a eu des taux de vaccination qui diminuaient progressivement dans le temps, qui étaient extrêmement embêtants, et qui a abouti à l'obligation vaccinale en 2017-2018, et je dois saluer le rôle de Madame Buzyn, qui a été vraiment une ministre de la Santé extraordinaire pour moi, et du premier ministre de l'époque que vous connaissez tous. D'accord ? Alors, ce peu d'histoire, Claude l'a résumé. Variole, 18e siècle. D'accord ? C'est le premier vaccin vivant atténué. D'accord ? Et c'est la seule maladie, aujourd'hui, qu'on ait éradiquée par la vaccination. Aucune autre maladie n'a été éradiquée par la vaccination. Pourquoi ? Parce que c'est un virus uniquement humain et qui se transmet d'homme à homme sans avoir besoin de vecteurs. Mais je vais vous raconter un peu, parce que c'est intéressant, c'est que Jenner, vous savez qu'à l'époque de Jenner, il y avait Voltaire, et que Voltaire avait été obligé de quitter la France pour aller en Angleterre. Et les Anglais avaient commencé à vacciner. Les Anglais traitaient les Français de poltrons parce qu'ils ne voulaient pas vacciner, parce qu'ils avaient peur des effets indésirables des vaccins. D'accord ? Et les Français traitaient les Anglais de fous, comment ils allaient inoculer une maladie à des enfants pour pouvoir les protéger plus tard. Et 250 ans après, ça n'a pas changé. Ils sont toujours aussi imaginatifs pour les vaccins et ils sont toujours à la pointe. Bon. Et puis après, l'histoire de Pasteur et la rage, qui était le premier vaccin thérapeutique. Pour la rage, ce que Pasteur a fait, la rage, pour résumer en 2 mots, un chien vous mord, il a la rage. Si on ne vous vaccine pas, la mortalité, c'est 100%. Même aujourd'hui, on fait un diagnostic de rage chez quelqu'un, on arrête la réanimation. D'accord ? Il n'y a aucune chance que le juge... Et avec dans des douleurs, des trucs, etc. Donc, c'était le premier. Donc, quelqu'un avait été mordu par un chien enragé, il a proposé
le vaccin en préventif, c'était déjà un vaccin thérapeutique. Hein. Et puis, ça a sauvé. Et puis, depuis, ça a sauvé. Et puis après, il y a eu toute une série de vaccins qui sont arrivés au début du 19e siècle. D'accord ? J'ai oublié. Hop, voilà. Et alors, c'était des maladies qui étaient extrêmement importantes. Vous voyez, de toutes les maladies aujourd'hui, à prévention vaccinale, celle qui a sauvé le plus de vies, c'est la diphtérie. Même aujourd'hui, quand on a une diphtérie, on peut mourir. Heureusement, il n'y en a plus. C'est vraiment le vaccin quantitativement le plus important. Mais c'était simple. La diphtérie sécrète une toxine. En chauffant la toxine, en la mettant dans le formol, elle est immunisante sans entraîner la maladie. Donc c'était juste un petit bout de protéine qu'on avait inactivé. D'accord ? Et puis le tétanos, c'est le même principe. Ça tue beaucoup moins le tétanos que la diphtérie. Ça continue à tuer, mais parce que les gens ne sont pas vaccinés. Et ça, il n'y a aucune chance d'éradiquer le tétanos, puisqu'il est dans le sol, il est sur les arbres, il est partout. D'accord ? Donc, on ne peut pas éradiquer le tétanos. Si on n'est pas vacciné, et à un moment, on est obligé de l'attraper si on est en contact. D'accord ? Donc, c'était des vaccins qui sont extrêmement simples. Et puis, il y a eu le BCG. Et puis, pendant des années, on n'a eu que ça. Mais déjà, en termes de poids, de mortalité, de séquelles, c'était absolument considérable. Alors, on va arriver à une troisième série de vaccins, qui sont des vaccins qui protègent contre des maladies que tout le monde attrapait, dont tout le monde guérissait, sauf un petit pourcentage de la population. La polio, ça circulait partout. Sur 100 personnes, on contractait tous le virus de la polio dans sa vie, mais il y avait 1 ou 2 personnes, surtout des enfants, qui faisaient cette paralysie dont vous avez tous en tête les photos, puisque c'est des photos les plus marquantes. Alors que tout ce qu'on a vu avant, c'était des maladies qui n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire, vous l'attrapez, la rage, vous mourrez. La diphtérie, vous l'attrapez, vous mourrez. Tandis que le virus de la polio, ça circule, et puis il y en a 1-2% qui va faire la polio. Et pendant tout le reste, va être immunisé par la circulation du virus hein, pour avoir ça. Pareil, la coqueluche, c'est une maladie bactérienne très contagieuse. Vous avez tous contracté la coqueluche, sans exception. D'accord ? Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, ça n'a pas d'importance, mais ça tue des petits-enfants de façon précoce. Et cette année, on a une épidémie de coqueluche. Aujourd'hui, il y a 30 nourrissons qui sont morts de coqueluche depuis le début de l'année. On est en 2024, on a des techniques de réanimation. Il y en a beaucoup plus qui ont été hospitalisés. Hein, bon. Mais 30, vous voyez c'est pas rien. Mais là encore, on commence à changer de paradigme. Voilà un virus, une bactérie qui circule, on peut s'immuniser, et il y en a un petit pourcentage qui va faire une maladie grave. Mais comme ça touche tout le monde, le poids à payer est extrêmement lourd. D'accord ? Et par exemple, la polio, c'était impressionnant, mais ça ne faisait pas tant de morts que ça. En termes de la coqueluche, ça tue plus. Hein. Les petits-enfants, ça les tue plus, même encore aujourd'hui. Donc, on change le premier paradigme des maladies qui guérissent, mais qui certains. Et on ne sait pas prévoir celui qui va tomber malade ou qui ne va pas tomber malade. Et puis, on continue à avancer dans l'histoire pour arriver pourquoi les changements. Et puis, voilà encore des maladies encore plus bénignes, si j'ose dire. 100% des gens de vos générations ont attrapé la rougeole. 3-4% mouraient. 3-4%, c'est énorme. Imaginez-vous, 700 000 enfants. En ce moment, la natalité a un peu baissé. On est à 700 000, on était monté jusqu'à 800 000. 1, 2, 3% de 700 000, c'est insupportable. C'est juste insupportable. C'est beaucoup plus que les accidents de la route. C'est encore pire pour la rubéole et les oreillons, puisque c'est des maladies complètement bénignes, sauf quelques exceptions. Et donc, on vaccine tout le monde pour protéger les quelques-uns qui vont faire une complication grave, mais qu'on ne sait pas dépister. On ne sait pas dépister parce que ce n'est pas toujours lié à des problèmes génétiques. On pourra en revenir. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent, parmi les anti-vax, qui disent, mais on devrait pouvoir repérer tous les gens qui vont faire une complication grave et ne vacciner que. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les dépister ni aujourd'hui par la génétique,
et encore moins par le truc. Et puis alors, depuis des progrès technologiques considérables. Et le calendrier vaccinal en 90, quand j'ai commencé à m'occuper de pathologies infectieuses pédiatriques, il était très simple. Le BCG à la naissance, 3 vaccins diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, le ROR, rougeole, rubéole, et puis un petit vaccin. Et puis après, il y a des produits technologiques. D'abord, des vaccins conjugués. On a modifié l'immunologie pour les rendre plus immunogènes. Des vaccins mieux tolérés. Des combinaisons vaccinales, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger contre une maladie, on va protéger contre 2, 3, 4, 5, 6, et les plus, c'est 21 maladies dans le même vaccin, d'accord? Et puis, on a changé de paradigme, là encore. La limite des anti-infectieux. Je vous ai expliqué dans mon histoire que moi, j'ai été formé sur les antibiotiques, sur la prise en charge des maladies, des infections. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus de nouveau et la résistance a augmenté. Elle a augmenté de façon considérable. Donc, c'est plus facile de fabriquer un nouveau vaccin que de fabriquer un nouvel antibiotique. Clairement, c'est plus facile. D'accord ? Et puis, notre appréciation du poids des maladies, et puis, il faut bien dire que l'activité est devenue rentable pour les industriels. Avant, un programme vaccinal d'enfants, ça coûtait 20 €. Tout ce que je vous ai montré pour les enfants, c'est-à-dire jusqu'à 6 ans. Maintenant, on doit être à 400, 500, 600 €. Le programme vaccinal. Mais je vous rassure tout de suite, même si c'est cher, c'est 3 à 10 fois moins cher que de laisser les maladies survenir. Mais il y a un nombre de firmes considérables maintenant qui font de la recherche en vaccin, parce qu'en plus, dans les vaccins, il n'y a pas de générique. On ne peut pas faire de générique de vaccin. Donc, ils ont un produit, ils peuvent le garder, sauf s'il y a un nouveau produit qui est meilleur après, c'est le risque, mais ils vont pas... Mais donc, c'est vraiment une activité devenue rentable pour les firmes qui ont intérêt à soutenir les recherches, à chercher de nouveaux challenges. Alors, et puis maintenant, bon, je vais vous parler très rapidement, on a eu des vaccins contre la première cause d'hémophilus, de méningite de l'enfant qui s'appelait hémophilus, mais pas les pneumocoques. Et alors là encore, c'est des bactéries que l'on trouve dans le nez des enfants et dans la gorge, dans 100% des cas, si on les prélève régulièrement. Ce pas des germes qui sont rares. Par exemple, on s'imagine une méningite, c'est rare. Non, vous avez tous été porteurs plusieurs fois dans votre vie de méningocoque. Et votre système immunitaire, il a complètement contrôlé la situation. Et puis tous les ans, on a 300, 600 patients qui vont faire des méningites avec les mêmes souches, à peu de choses près, que ceux que portent les gens. Donc, ces microbes-là, qui donnent des pathologies graves, sont aussi des hôtes normaux de ce qu'on appelle maintenant le microbiome ou le microbiote. Et là, on vaccine contre tout ça avec des vaccins qui sont extrêmement efficaces et bien tolérés. Il y a des tas d'autres exemples. Maintenant, les vaccins contre la grippe ont toujours des défauts que vous connaissez. Hein. L'hépatite B, HPV, rotavirus, varicelle, Covid, VRS. Et on va aller plus loin. D'accord ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces maladies-là, ça a des formes d'iceberg. D'accord ? Ce qu'on voit, les maladies graves, c'est ce qui sort de l'eau. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le fond de l'iceberg. D'accord ? Et le fond de l'iceberg, et même le pic de l'iceberg, change d'une maladie à l'autre. Mais le principe, il est presque toujours le même. C'est des germes normaux que l'on porte, avec qui on vit en bonne entente, mais il y en a quelques-uns, ou à quelques moments, qui ne vont pas... qui vont faire une infection grave. Donc ce principe est clair. Alors, juste, vous avez bien compris pour le Covid, on va être exposé, on est tous exposés à des virus et des bactéries. Et puis, soit notre système immunitaire l'arrête tout de suite, d'accord, et l'empêche d'être colonisé, c'est possible. Hein, il y a des gens qui sont... Je suppose d'entre vous, il y en a qui n'ont peut-être jamais fait de Covid. Moi, j'ai 5 vaccins. J'ai 5 vaccins et 3 Covid à mon actif. Hein.
Donc c'est vous dire que... Voilà. Mais le plus souvent, on va faire une infection. Cette infection, elle est le plus souvent bénigne. D'accord ? Quelques-uns vont faire une maladie plus importante qui va les clouer au lit et qui va les rendre malades quelques jours. Et puis il y a quelques-uns qui vont faire une maladie grave et qui vont avoir éventuellement des séquelles et des décès. Et ce qui fait, ce n'est pas que les facteurs génétiques. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est très difficile à vivre. Par exemple, vous pouvez avoir la malchance de contracter en même temps un virus que vous ne connaissez pas et une bactérie que vous ne connaissez pas. Ça va potentialiser. De même, si... et c'est l'importance des masques aujourd'hui, c'est que le fait de porter un masque, ça limite la diffusion, et non seulement ça peut vous empêcher d'attraper, pas toujours de façon très efficace, mais ça va limiter le risque de la maladie. Parce que vous allez être confronté avec une centaine de virus, et si il n'y a pas de masque, et si c'est quelqu'un de proche, vous allez prendre d'un coup 10 000, 100 000, 1 million de virus ou de bactéries, et là, vous avez plus de chance. Le système immunitaire, c'est une armée. Il n'y a pas d'autre chose. S'il y a quelques agresseurs, on s'en sort. S'il y en a des milliers, on s'en sort moins bien. D'accord ? Et le fait que ce soit une armée qui ne s'entraîne pas, c'est une armée inefficace. Un système immunitaire qui ne s'entraîne pas. Alors, comment on s'entraîne ? On s'entraîne d'abord par les contacts. On échange en permanence des virus et des bactéries. C'est très, très important pour les enfants, dans leur éducation immunitaire, d'être en contact, parce qu'on ne va jamais vacciner contre tout, d'être en contact avec des bactéries et des virus. Et l'autre entraînement, c'est la vaccination. Les vaccins n'agissent que parce qu'ils vont stimuler votre immunité et vont entraîner votre système immunitaire, non seulement à se défendre contre le virus et la bactérie, mais aussi éventuellement contre d'autres agents pathogènes. L'histoire du BCG et du Covid est très très intéressante. Si on a le temps, on y reviendra. Alors, le but d'un vaccin, c'est quoi ? C'est de shunter un certain nombre d'étapes. D'accord ? C'est-à-dire que normalement, pour être immunisé, j'étais à la maladie, exposition, infection, pas forcément jusqu'au bout. La majorité des gens vont s'arrêter avant. D'accord ? Heureusement qu'ils vont s'arrêter avant. Mais le vaccin, c'est... On va shunter une étape, on va s'infecter, on va s'immuniser, on va se protéger sans se payer le luxe de la maladie. D'accord ? Alors, je ne sais pas si j'en parlerai tout à l'heure, je vais avancer un petit peu plus pour laisser la place aux questions. Il ne faut jamais dire qu'un vaccin n'a pas d'effet indésirable. C'est pas vrai. D'accord ? Ce n'est pas vrai. Tous les médicaments biologiques ont des effets indésirables. Biologiques, même un antibiotique, vous savez que ça a des effets indésirables. Même le Doliprane, vous savez que la prescription de paracétamol, c'est la première cause de greffe de foie en France. Parce qu'ils sont trompés de dose. À dose normale, c'est la première cause. Il n'y a pas... Quand vous avez un effet biologique, vous pouvez avoir un effet indésirable. Mais le ratio entre le risque de la vaccination et le risque de la maladie, le rapport, il est à 1000, à 100 000. Des fois, il n'est qu'à 100 pour certains vaccins. Par exemple, pour le BCG, c'est de cet ordre-là. D'accord ? Donc, c'est chanter l'immunisation normale en forçant le système immunitaire à répondre à ça. Alors, qu'est-ce que ça contient, un vaccin efficace ? Il y a grosso modo des vaccins vivants, d'accord ? C'est quoi, par exemple, le vaccin de la rougeole ou de la fièvre jaune ? C'est quoi ? C'est le virus lui-même qu'on a affaibli. Il va quand même se répliquer dans l'organisme, mais en ayant beaucoup moins d'effets indésirables. Et la liste des vaccins vivants, elle est importante à connaître, pas pour vous, mais pour le médecin, parce que quelqu'un d'immunodéprimé, on ne peut pas lui faire de vaccin vivant. Parce que... Alors, la méthode la plus classique, c'était de le faire passer
sur un milieu, par exemple des œufs ou d'autres systèmes, au fur et à mesure des passages, comme ce n'était pas son hôte naturel, il devenait de plus en plus faible. Maintenant, c'est plus génétique, c'est-à-dire que à l'intérieur du virus, parmi les gènes du virus, on retire les gènes qui sont les plus dangereux, mais qui ne l'empêchent quand même pas de se répliquer. Parce que s'il n'y a pas de réplication, il n'y a pas de protection. D'accord ? Et donc, ces vaccins vivants sont importants parce qu'ils sont extrêmement dangereux chez l'immunodéprimé. Alors, si on est immunodéprimé, on ne peut pas avoir de vaccin vivant. Hein, c'est clair. Et maintenant, les autres, il y a des vaccins non vivants plus ou moins compliqués, puis sont arrivés les vaccins ARN. Hein, ça a été une révolution, le vaccin ARN. Pourquoi ça a été une révolution ? Parce que on a mis sur des fragments dans des virus, des ARN, des antigènes de virus qui vont rentrer dans les cellules vont exprimer ces antigènes, une partie d'entre elles, dans la zone infectée, pas sur tout le corps, hein, parce que ça ne diffuse pas. Ils vont exprimer, et comme le système immunitaire va reconnaître comme étranger, c'est comme ça. Donc c'est un vrai progrès. Pour l'instant, on n'en a bénéficié que pour le Covid, mais il y a d'autres vaccins qui arrivent à ARN. Mais c'est le même principe quand même, c'est-à-dire c'est de présenter un fragment de virus ou de bactérie au système immunitaire. Ça reste toujours une réponse du système immunitaire. Ils n'ont rien fait de plus, sauf de présenter différemment. D'accord ? Pardon ? Non. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que au bout de quelques temps, les cellules n'expriment plus, ou elles meurent parce que le virus est blanc, et il faut revacciner, etc. Voilà. Donc c'est très très... si vous voulez, voilà, merci. Non, mais ça me fait faire du sport, j'ai rien fait comme sport aujourd'hui. Normalement, le mercredi, c'est un jour de sport, mais après, je vous expliquerai sport et affection, si vous voulez, parce que c'est très intéressant. On va passer sur cette diapo-là, qui est un peu compliquée. Alors, vous avez vu que certains vaccins, il y a des rappels. D'accord ? Bon. Alors, pour vous expliquer, quand on présente un vaccin ou un microbe à l'organisme, la première réponse qu'on a est relativement modeste. Quand on fait une deuxième dose, elle devient plus importante. Et puis après, on perd les anticorps, c'est normal. D'accord ? Et quand on fait un rappel, on voit cet effet énorme qu'on appelle l'effet rappel ou l'effet booster. Quand vous avez reçu des rappels, les taux d'anticorps sont bien plus élevés, c'est bien plus efficace et ça dure beaucoup plus de temps. Alors, si vous pouvez me passer la diapo, voilà, on va passer sur celle-là, c'est toujours le même principe. Des fois, ça dure plus longtemps. Diapositive suivante. Voilà. Alors, je vous ai parlé des vaccins vivants, on va passer. Pour arriver, on va passer. Voilà. Alors, l'impact des programmes de vaccination, ça c'est important à considérer. Diapositive suivante. Voilà. Il faut savoir que le même virus, par exemple, je prends le virus un des virus des gastroentérites, le rotavirus. En France, ça peut tuer 5 enfants par an, si on ne fait rien, d'accord ? C'est déjà beaucoup, mais c'est ça. Ça va donner 20 000 hospitalisations, et puis tout le monde va s'immuniser sans truc. Vous prenez le même virus en Afrique, c'est une mortalité de 500 000 à 600 000 enfants par an liée à ça. Donc, il faut bien comprendre que le niveau économique joue extrêmement important. Et la raison essentielle, ça peut être la malnutrition, ça peut être autre chose, mais c'est surtout le défaut d'hygiène. Le défaut d'hygiène est le fait que quand ils sont contaminés par beaucoup plus de virus et de bactéries qui expliquent que les maladies sont beaucoup plus graves. D'accord ? Et puis, les moyens, voilà. Il y a quelques années, c'était votre vaccin, combien de morts ça prévient, combien de séquelles, point. Par exemple, le rotavirus, on l'a pas fait pendant des années en France, alors que les autres pays étaient lancés, et on a changé de règle. Pourquoi ? Parce que 20 000 hospitalisations d'enfants, c'est pas rien.
peut dire 20 000, vous avez eu des enfants hospitalisés. Bon, vous avez vu quand ils sortent d'hospitalisation, ben, toute la famille a été stressée. Alors quand il est passé en réanimation, je vous dis pas, c'est le post-traumatique est très 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 marqué, d'accord. Avant, tout ça, bon, hospitalisation. Donc, mais une hospitalisation, ça a un coût déjà, et on sait que ces coûts ont augmenté de façon considérable, d'accord. Et ça a aussi des conséquences sur l'enfant et sur sa famille. Hein, donc on ne peut pas dire 20 000 hospitalisations, c'est rien. 20 000 hospitalisations, c'est derrière des difficultés, oui. L'obligation ou pas de la vaccination, notamment du rotavirus, qui n'est pas obligatoire pour les nourrissons, par exemple. Alors, l'obligation était ça a été effectif à partir de 2018, et l'ensemble du calendrier vaccinal de l'époque a été rendu obligatoire pour les nourrissons. Pourquoi les nourrissons, et pas les adolescents et pas les adultes? C'est parce qu'on n'a aucun moyen de coercition. C'est-à-dire que l'obligation, si vous n'êtes pas vacciné votre enfant, vous n'allez pas aller en prison, vous n'avez pas de poursuite. Hein. Par contre, il ne peut pas rentrer en collectivité, voir d'autres enfants. Donc, c'est un moyen assez simple d'obligation, sans contrainte, comme il faut que nos enfants ils aillent à la crèche, à la nourrice, à l'école. Bon. Donc, et à ce moment-là, il ne vous a pas échappé qu'en 2017, le pouvoir avait une majorité extrêmement forte. Donc, il n'a plus voté. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on propose une extension des obligations vaccinales. Ça ne passerait jamais. Il y aura toujours des gens qui vont être opposés à ce type de mesures. D'accord ? Et de toute façon, vous avez bien vu, quel que soit le gouvernement, dès qu'il propose quelque chose, c'est qu'il fait mal. Hein. Donc, quel que soit le cas de figure, c'est quand même la règle du jeu. Donc, alors maintenant, on a réussi à étendre. Avant, il n'y avait que le méningocoque C qui était obligatoire. Maintenant, c'est tous les méningocoques parce que nos députés, nos sénateurs, dans un mouvement assez sympathique, ont dit mais finalement, on peut étendre à tous les méningocoques. D'accord ? Et ça a été dans la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière, ils ont proposé que tous les vaccins. Et ça a été accepté par le Conseil d'État. Mais à moins d'avoir de nouveau une majorité forte et avec des gens qui ne sont pas anti-vaccinaux, bon, on aura beaucoup de mal à rendre une obligation vaccinale. Voilà. C'était ça, d'accord ? Alors, c'est important parce que ça me fait partir sur l'autre point, c'est que, pour moi, ce qui est très important... Oui ? Oui, une question. L'OMS a actuellement envoyé une alerte sur la variole du singe. Oui. Une alerte rouge, fort de l'expérience et du retour d'expérience du Covid. Lorsqu'on va dans ces zones qui sont pour l'instant affectées, qu'on connaît à peu près, oui, et qui représentent en fin de compte ce que vous dites, un niveau d'hygiène, etc. Ouais. Deux questions. La première, est-ce qu'il y a une probabilité d'extension de la variole du singe? Ça, c'est la première chose. Deuxième question, est-ce qu'il y a une anticipation qui est faite sur un programme vaccinal pour ces pays? Et s'il y a extension, comment on développe au regard du retour d'expérience du Covid? Alors, la question donc est importante, c'est, par chance, on a déjà des vaccins. Pour le Covid, il a fallu les inventer. D'accord ? Là, les vaccins sont existants. Donc, il n'y a plus qu'à les produire, d'accord ? Et tous ces virus-là nécessitent des contacts étroits. C'est pour ça que la première monkeypox qui est survenue dans des milieux à contact sexuel très fréquent. Parce que c'est quand même des virus où il faut être proche. On ne va pas se contaminer comme ça un monkeypox. Par contre, quand on va en Afrique, en particulier au Congo, puisque aujourd'hui l'épidémie, à 90% des cas, sont encore au Congo, on conseille aux voyageurs qui vont dans les régions contaminées de se vacciner parce que le niveau d'hygiène n'est pas le même, d'accord, et que la qualité de l'eau, la qualité de tout ce qu'on veut peut entraîner. Donc, on a les vaccins, il y a des recommandations. Le vrai problème est d'arriver à vacciner au Congo et dans tous les pays limitrophes, parce que ces vaccins, d'abord, ont un coût, ils demandent une chaîne de froid, etc. Et vraiment, si on veut limiter la maladie... et c'est comme ça qu'on va passer. Donc là maintenant, on a les vaccins,
on sait qu'il faut vacciner, et on a les outils. Et l'expérience Covid a fait que l'OMS est beaucoup plus réactive. Alors, tout le monde sait qu'on n'a aucune chance, c'est très difficile en médecine de dire ce que je dis, aucune, hein. Bon, aucune chance que le monkeypox devienne le nouveau Covid. Et il y a un virus qui nous inquiète plus, c'est le virus de la grippe H5N1 qui s'est répandu dans les élevages de bovins dans plusieurs pays, pas encore en Europe, qui lui pourra se transmettre à l'homme de façon simple. Mais là encore, la différence, c'est qu'on a les vaccins. Donc on peut partir très 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 vite avec des programmes de vaccination. Donc voilà. Alors, insister sur l'idée, pour moi, dans un esprit logique, je me dis, mais les vaccins qui devraient être obligatoires, ce sont ceux qui ont une immunité de groupe. En me vaccinant, je vous protège aussi. Donc, un vaccin comme ça, pour moi, ça ne me choque pas qu'il soit obligatoire. D'accord ? Il y a un effet de groupe. Tous les vaccins n'ont pas un effet de groupe. Hein. Bon. Mais ceux-là, bon, malheureusement, ce n'est pas ça qui a été choisi. Et maintenant, l'obligation vaccinale même porte sur des vaccins qui n'ont pas forcément d'effet de groupe. D'accord ? Parce que c'est très difficile de distinguer pour les gens entre effet de groupe et pas effet de groupe. Mais enfin, c'est pas raisonnable autrement. Alors, les effets collatéraux positifs des vaccins, c'est extraordinaire parce que, par exemple, un vaccin comme le BCG, qui n'est pas un très bon vaccin contre la tuberculose, on aimerait d'autres, hein, malheureusement c'est celui-là qu'on a, eh bien, figurez-vous que par la stimulation immunitaire qu'elle entraîne, il entraîne une baisse considérable de la mortalité pour d'autres maladies infectieuses dans les pays pauvres. L'entraînement immunitaire fourni par le BCG protège de la mortalité infantile dans les pays qui ont une forte mortalité infantile. Est-ce que c'est vrai chez nous ? Non. Le vaccin contre la rougeole, pareil. La rougeole, c'est une maladie que tout le monde attrapait, on appelait ça des maladies obligatoires, hein, que tout le monde attrapait, d'accord ? Mais on sait qu'au décours de la rougeole, on a un système immunitaire qui a, le terme exact, c'est qu'il a oublié l'immunité qu'il avait acquis avant. C'est-à-dire, par exemple, si je m'étais immunisé contre tel ou tel type de pneumocoque ou d'hémophilus avant, le vaccin de la rougeole fait perdre cette immunité-là. Et au décours, on ne savait pas toujours bien voir les choses, que il y avait plus de méningite, il y avait plus de pneumonie, non pas liée au virus de la rougeole, mais cette perte de l'immunité antérieure, une amnésie immunitaire, voilà, de quelque chose qui était déjà acquis. Donc il y a plein d'effets collatéraux positifs comme ça. Je n'ai pas le temps de développer sa diapositive suivante. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ça. Hein. Maintenant, c'est plus que la mortalité, c'est plus que les séquelles graves, c'est aussi les hospitalisations, les conséquences psychologiques sur les enfants et sur les parents, les séquelles mineures. Par exemple, vous faites une méningite. OK, vous en guérissez. Un enfant fait une méningite, il en guérit. À l'extérieur, il paraît bien, il est bien. Mais il va avoir des difficultés scolaires après. Il peut avoir des déficits de l'attention. Il peut avoir d'autres conséquences qui avant, qu'on considérait comme mineures, mais dans une société comme la nôtre, où la performance, y compris des enfants, est importante, si je vous dis dans la population générale, il y a 3% de déficit de l'attention avec hyperactivité, après les méningites, c'est 20%, ça a du poids. Hein, ça a du poids, d'accord ? Et puis, enfin, on regarde si ça peut diminuer la prescription d'antibiotiques parce qu'on n'en peut plus. Si ça diminue les consultations et les passages d'urgence, c'est important. Et puis, n'oubliez pas qu'on a un état de système de santé qui n'est pas extraordinaire. Là, on a encore de la chance, on est dans la région parisienne, à Saint-Maur, il y a l'hôpital de Créteil, il y a l'hôpital à Paris, etc. Mais imaginez-vous le nombre d'hôpitaux de province qui n'ont plus d'urgence. Quand vous commencez une méningite, il vaut mieux être traité en quelques heures, de devoir faire
des kilomètres ou devoir contacter le 15, etc. Même pour des maladies rares comme les méningites, il faut se rendre compte que l'état du système de santé ne permet pas forcément, et dans toutes les régions, il y a une inégalité considérable. Pas que pour les maladies infectieuses. Pour d'autres sujets, vous savez, les AVC, il vaut mieux le faire dans la région parisienne que le faire en Lozère. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que j'aime pas la Lozère, mais c'est comme ça. Je veux dire, le système de santé est comme ça. Et là, aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un vrai souci. L'état du système de santé, et je vous rappelle, il y a un papier que je voulais vous montrer, mais ça n'a aucune importance, qui est un papier fait par le CDC d'Atlanta, c'est l'organisme qui contrôle les maladies aux États-Unis. Ils viennent de publier un papier sur le rapport entre les sommes investies dans la vaccination et l'économie que ça fait. C'est entre 1 et 3 et 1 et 10. Voilà. Donc même avec les coûts de vaccination, ils sont encore plus chers. Diapositive suivante. Voilà. On va passer sur ça parce que j'en ai parlé. Voilà. Je vous en ai parlé aussi que la même virus peut être bénin dans un pays et ne pas tuer les enfants, et dans un autre pays peut l'être. Mais il n'y a pas que les morts. Je reviens sur ça. Diapositive suivante. Voilà. C'est une diapo que j'aime beaucoup, elle a été actualisée. C'est le nombre de morts prévenus aux États-Unis, c'est en milliers. Vous voyez que la première, c'est la diphtérie. 507 000 morts. Et vous voyez que les autres, ils ne sont pas tout près. Le deuxième, la rougeole, il est 10 fois moins. D'accord ? Vous voyez l'hépatite B, il est beaucoup moins. Donc la diphtérie, c'est... La variole, si je l'avais mis, était aussi très très importante. Donc le poids, ça c'est aux États-Unis par le CDC, toujours la même chose. Combien ça a évité de morts entre 1994 et 2013, donc sur une période de combien d'années, 10 ans, c'est ça, 20 ans, c'est... Voilà. Mais c'était juste pour vous montrer que tous les vaccins n'ont pas le même poids en termes de mortalité. Si vous pouvez me passer la diapo suivante, voilà. Et ça, c'est très très intéressant. Diapositive suivante. C'est la même équipe qui a pu considérer que la mortalité, mais aussi le nombre d'hospitalisations et le nombre de maladies. Et vous voyez que, par exemple, le vaccin contre le pneumocoque, il est où le pneumocoque ? Il est là. D'accord ? C'est énorme le nombre, alors que le vaccin n'est pas parfait. C'est 6 millions de maladies. C'est par an, c'est 2 millions aux États-Unis. On divise par 5 pour nous. Et c'est un nombre d'hospitalisations considérable. Donc, si on considère que le nombre de morts, à l'évidence, c'est la diphtérie. Si on considère le nombre de malades que ça induit, le nombre de consultations et le nombre d'hospitalisations, le rapport entre les différents vaccins n'est pas toujours le même. Diapositive suivante. Alors, je termine sur cette diapo-là, non, peut-être une autre après, c'est que le processus de mise en place d'un vaccin, il est toujours le même. Ce sont les firmes qui fabriquent les vaccins. Il n'y a aucun, en dehors de l'ex-URSS et de la Chine, il n'y a aucun vaccin d'État. C'est l'industrie. Il ne faut pas se tromper. Et l'industrie va dans des endroits où elle peut avoir un retour sur investissement. Et ils l'ont, il n'y a pas de problème. Et puis, tous les vaccins ne sont plus évalués en France, mais au sein de l'IME. Il n'y a pas de l'IME, c'est l'Agence européenne du médicament. D'accord ? Elle évalue le rapport bénéfice-risque du vaccin pour l'ensemble des pays européens. D'accord ? Et puis, par contre, c'est derrière, en France, la HAS qui va décider si ce vaccin va être introduit en France ou ne pas être introduit en France. D'accord ? Et le problème, c'est que c'est compliqué. On est dans l'administration française. Il y a une commission, une deuxième, et 3 commissions avant que l'HAS, au sein même de l'HAS, dise on va pas avoir de vaccin. Après, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, ça passe au comité économique pour savoir à quel prix
prix on est prêt à payer ce vaccin. D'accord? Et puis, le ministre, qui à la fin accepte, en général, ils acceptent ce processus. D'accord? Et on voit bien que cette phase est longue. En Angleterre, ils sont fous ces Anglais, c'est une seule commission qui discute avec les firmes le prix, en même temps pour dire si votre vaccin il est intéressant ou pas. Ça ne me suffit pas de me dire combien il prévient, mais finalement, qu'est-ce que ça rapporte à la société. Donc vous voyez, sur un process comme ça, on voit un petit peu la même commission discute du début à la fin de savoir de l'intérêt d'un vaccin. Oui. Excusez-moi. Justement, en regardant ce processus, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle le BCG, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que à la naissance déjà pour le BCG, pourquoi est-ce qu'un pédiatre il peut pas vacciner un bébé du BCG et pourquoi ça prend autant de temps? On est sur liste d'attente, il faut attendre qu'il y ait un désistement, etc., etc. Est-ce que c'est dû à ce long processus? C'est une des raisons ou pas? Non, le BCG, c'est le plus particulier des vaccins. Il n'a pas changé depuis qu'il a été créé il y a plus de 100 ans maintenant. C'est un vaccin vivant qui fait développer une maladie et que c'est celui de tous les vaccins dont on dispose aujourd'hui qui a le plus d'effets indésirables. D'accord? Quand le risque de tuberculose est important, par exemple, dans tous les pays économiquement pas aussi avancés, c'est une maladie liée au niveau socio-économique, la tuberculose, d'accord? Eh bien, on accepte très très facilement le risque lié au vaccin. Si je vis par exemple au Sénégal, l'incidence est à peu près 120 pour 100 000 par an, le 1 pour 1000 d'effets indésirables du BCG, on s'en fout. Il y a des pays comme la France, ou comme presque tous les pays d'Europe, où le niveau de tuberculose maintenant a beaucoup baissé, ce qui fait que le rapport entre les risques de la maladie qui restent les mêmes, que vous méritiez ou que vous ne méritiez pas le vaccin, d'accord, méritiez en risque, et la maladie, il est un peu juste. D'accord. En plus, le BCG, son taux d'efficacité, il est entre 50 et 70%. D'accord. Donc il n'est pas, niveau de tétanos, on est à 100% d'efficacité. Le seul vaccin que vous connaissez qui n'a pas qui a le même niveau d'efficacité, vous le savez, c'est la grippe. Bon, on vaccine contre la grippe, c'est pas cher, ces trucs, mais il n'y a que 50% d'efficacité, mais on n'a pas mieux. Et aujourd'hui, on n'a pas mieux pour le BCG. Donc, c'est difficile à fabriquer de façon stable. Il y a un lot d'effets indésirables qu'on ne peut pas baisser, d'accord? Et c'est en fonction de l'incidence de la maladie qu'on décide ou non qu'un pays le fait. En France, c'est la population immigrée. On partage le risque de tuberculose dans la génération du pays dont viennent les parents. Si, par exemple, vous avez des parents qui sont nés en Moldavie, parce que c'est pas que l'Afrique, la Moldavie, c'est pas très loin, il y a beaucoup de tuberculose en Moldavie, d'accord, parce que le pays vous partagez encore une génération le risque de la maladie. C'est pour ça que les recommandations sont en fonction du risque. Voilà. Je voudrais juste on va descendre beaucoup plus vite et puis on va laisser la discussion. On va descendre. Voilà, on va descendre. Hop, on continue. Je voudrais juste vous montrer. On continue. Encore. Je voudrais juste vous arriver encore un peu plus bas. Je sais pas. Ok. Encore. Voilà. Allez. C'est le problème des effets indésirables. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas de médicaments et pas de vaccins qui ne peuvent pas entraîner des réactions secondaires. C'est comme ça, vous avez un effet biologique. Mais ce qu'on appelle effet indésirable que vous lisez dans le Vidal ou dans votre notice, c'est tout ce qu'il y a lieu après l'administration d'un produit, y compris d'un vaccin, sans forcément que ça soit lié. Par exemple, je fais un vaccin, 4 jours après l'enfant a de la fièvre, c'est le vaccin, c'est pas le vaccin? Ça,
il faut l'attribuer, d'accord? Je fais un vaccin, j'ai un accident de voiture en sortant, il y a des médicaments qui peuvent donner. Par exemple, vous savez bien qu'il y a des médicaments qui gênent la conduite au volant. Il faut le noter, ça aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets indésirables. C'est toutes les manifestations qui ont lieu après une vaccination. Et puis, dans ces-là, vous avez des événements intercurrents qui n'ont rien à voir, d'accord, qui sont liés à la chance ou à la maladie naturelle, d'accord. Et puis, vous avez ce qui est réellement des réactions secondaires ou des effets secondaires. Certains sont liés au vaccin, et je peux vous citer chaque vaccin a son lot d'effets indésirables, mais je vous rassure, ils sont toujours bien inférieurs aux bénéfices attendus. D'autres liés à l'injection, d'autres liés aux erreurs de manipulation, etc. Donc, cette séquence, on voit souvent, par exemple, l'ANSM, quand elle publie ses rapports de pharmacovigilance, ils vont dire, après la vaccination de trucs, on a eu 10 000 effets indésirables. On a eu 10 000 déclarations. D'accord? Tous ne sont pas liés à la vaccination. La plupart d'entre eux sont des effets indésirables intercurrents, et puis il y a une partie qui n'est pas. Donc, il ne faut pas confondre effet indésirable et réaction aux effets secondaires. Diapositive suivante. On va passer à la suivante. On va passer à la suivante. Ah oui, celle-là, elle est très sympa. On peut revenir, celle d'avant. Voilà. Vous voyez, par exemple, vous avez l'introduction du vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche en 1966 et les morts subites du nourrisson. Ciel, c'est lié, d'accord? Le seul problème, c'est qu'on s'était mis à coucher les enfants sur le ventre, d'accord? Et une étude australienne a montré que ça augmentait le risque des morts subites. On s'est mis à les coucher sur le dos comme maintenant, d'accord? Et l'épidémie de morts subites s'est arrêtée. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un événement intercurrent. Et alors que quand vous voyez les deux courbes et vous oubliez la courbe de qu'est-ce qui s'est passé pour les morts subites, eh ben on attribue automatiquement ça à ça. C'est très important. Ça nécessite des analyses très complexes de l'imputabilité. Diapositive suivante, je voudrais juste vous terminer pour un truc qui vous concerne tous. Encore. Voilà, encore. Parce que je suis bavard, hein, c'est pour ça. Alors, j'ai montré un calendrier vaccinal il y a quelques années. Maintenant, voilà ce que reçoivent nos enfants. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même nombre de vaccins, d'accord? Il y a toujours diphtérie, tétanos, polio, hémophilus, il y a le vaccin contre le pneumocoque, il y a le rotavirus. Et maintenant, dès l'année dernière, surtout cette année, on n'a pas un vaccin, mais l'anticorps monoclonal contre les bronchiolites, d'accord, qui administrait réduit de 80% le risque de bronchiolite. Rendez-vous compte que les bronchiolites, c'est 50 000 hospitalisations en hiver. D'accord? Quelque chose qui marche sur 80% des hospitalisations, ça va réduire de 30 000 les hospitalisations d'enfants à la période la pire de l'année pour les urgences. C'est pas rien, d'accord? Le Bexero, c'est un vaccin contre l'hépatite B. Il y a un autre vaccin contre le Bexero contre le méningo B, excusez-moi. Il y a d'autres vaccins contre le méningocoque. Vous voyez, ça s'est vraiment allongé, d'accord? Donc, un calendrier vaccinal tout simple. Maintenant, on protège de beaucoup plus de choses. Diapositive suivante. Et je voudrais arriver pour le calendrier vaccinal adulte. Parce qu'à la fin, j'espère que vous allez tous en sortant vous faire vacciner. Pas tous, hein, mais beaucoup, d'accord? Alors, en fait, la vaccination d'adultes, c'est très simple. C'est tous les 20 ans. Diphtérie, tétanos, coqueluche, tous les 20 ans. D'accord? Et à partir de 65 ans, l'immunité, ça marche moins bien. D'accord? Donc, c'est plus tous les 20 ans, c'est tous les 10 ans. D'accord? Je vous ai dit, vous avez vu ce que c'était. Et puis maintenant, on a un vrai carrefour vaccinal à 65 ans. Vraiment. Qui est, en plus du DCP,
le vaccin contre le pneumocoque. Il y a un vaccin contre le pneumocoque de l'adulte. Je vous conseille fortement de vous faire vacciner dès que vous avez dépassé 65 ans ou atteint 65 ans, parce que le pneumocoque, il tue un peu les enfants, mais il tue plus les adultes. Hein. C'est celui des pneumonies. Hein. Je vous assure que c'est cette année, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas d'il y a 10 ans. Ce vaccin n'existe pas depuis longtemps. Il y a un autre vaccin qui est absolument, que je vous conseille en premier, qui est le vaccin contre le Zona. D'accord ? C'est remarquable comme vaccin, l'efficacité est au-delà de 90%. D'accord ? Voilà. Et vraiment, je vous incite fortement à le faire, hein, au Carrefour. Et puis, probablement l'année prochaine, il y a le vaccin de la VRS contre la bronchiolite. Parce que chez le sujet âgé, le virus de VRS ne donne pas de bronchiolite, mais donne des pneumonies graves. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'on n'est plus que dans la vaccination de l'enfant. Hein ? On n'est plus que dans ça. Alors, entre 25 et 65 ans, il n'y a pas grand-chose. Hein ? Il n'y a pas grand-chose à se faire vacciner. Mais là, après, il faut se rendre compte que la sénescence immunitaire, ça existe. D'accord ? Et donc, il faut vous protéger parce que toutes les maladies sont des maladies plus graves quand on devient âgé. Hein. Donc, il faut vraiment... Et là, tout ce que je vous dis, c'est des recommandations officielles, hein, de l'HAS de cette année. Et pratiquement, cette année est arrivé ces 3 vaccins par rapport au diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, qui est recommandé comme ça depuis des années, à 65 ans, etc. Donc, vous voyez, quand je vous dis ça change parce qu'on a de nouveaux outils, parce qu'on a une appréciation des maladies qui est différente. La dernière, je pense que je vais m'arrêter là pour vous laisser... Non. Alors, insister sur un point, c'est la femme enceinte. D'accord ? La femme enceinte, il y a une continuité entre la mère et l'enfant. Il faut bien se rendre compte que vous avez eu des enfants, vous avez vu que dans les premiers mois de vie, les 2, 3, 4 premiers mois de vie, ils ne tombent pas souvent malades, parce qu'ils ont les anticorps de leur mère. D'accord ? Et puis, dès 5-6 mois, quand ils commencent à rentrer en crèche, c'est pas que la crèche, c'est parce qu'ils ont perdu les anticorps de leur mère. D'accord ? Donc, et là, c'est à ce moment-là, ils sont innocents vis-à-vis de tous les virus et les bactéries, ils ont perdu les anticorps de leur mère, et ils tombent beaucoup plus souvent malades. Et ça, aujourd'hui, la femme enceinte, elle doit être vaccinée contre la grippe, la coqueluche, le Covid. Si elle préfère, elle peut faire le vaccin contre le VRS pendant la grossesse au lieu que son enfant reçoive le nirsevimab à la naissance, parce que en stimulant sa production d'anticorps contre le VRS, elle va protéger son bébé. Et puis il y a d'autres vaccins qui arrivent chez la femme enceinte. Vous savez, cette notion de 1000 premiers jours de vie qui commence à la conception, vous avez entendu parler de ce concept, qui est un concept extrêmement important. La vie ne commence pas à la naissance. Elle commence avant, et mettre la mère dans les meilleures conditions pour qu'elle ne donne pas de maladie. J'ai oublié de la grippe pour la femme enceinte. La protéger, c'est la meilleure façon de protéger son enfant dans les premiers mois de vie. Et ça, aujourd'hui, ce concept de vaccination de la femme enceinte, on a du mal à le faire passer parce que pendant tellement longtemps, on a dit aux femmes enceintes, prenez pas ci, et à juste titre, hein, prenez pas de Doliprane, prenez pas d'anti-inflammatoire, prenez pas de ci, prenez pas de ça, attention à ce que vous mangez, etc. On avait raison, hein, pour tous ces produits-là. Et on inclut les vaccins dedans. Non, les vaccins, sauf les vaccins vivants. Les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les femmes enceintes et les immunodéprimés. Tout le reste, ça passe. Et donc, vous voyez qu'on est vraiment à une révolution. Et tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est le calendrier vaccinal, hein, qui a évolué de façon, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, hein, qui a évolué de façon considérable. Je vous propose de m'arrêter, voilà, et de vous laisser poser des questions si vous avez envie de poser des questions. Oui. Merci. Merci beaucoup, passionnant. Je ne vais pas te douter. 2 questions. Puisque vous étiez à l'ANSM, est-ce que vous savez, est-ce que c'est un sens, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'autonomie vaccinale de la France en termes de production des vaccins ?
Et la deuxième, pour le futur, dans les 10 ans, quels sont les vaccins que l'on peut espérer? Alors, l'autonomie vaccinale, on la figure pas au sein de la France, mais au sein de l'Europe. On peut dire que l'Europe produit tous ces vaccins. D'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas des médicaments. La plupart des médicaments que vous utilisez sont fabriqués en Chine, en Inde, et sont trucs, etc. Donc là, et d'ailleurs, la qualité des vaccins chinois et indiens ne permettent pas qu'ils rentrent dans le marché européen. Il n'y a aucun vaccin commercialisé en France, et en Europe d'ailleurs, qui ne soit pas fabriqué en France ou aux États-Unis, au Canada, ou au Japon. Ils sont dans la même... Donc là, on a vraiment une vraie autonomie européenne. Parce que c'est pas possible d'avoir un peu... Parce que c'est quasiment impossible. C'est des usines absolument énormes qui produisent pour le monde. Ce qui nous met à risque, parce que si, par exemple, le vaccin contre le pneumocoque, le premier qui est arrivé, le Prevnar, il était fabriqué en Irlande, il y avait une usine pour le monde. Imaginez-vous un attentat, un truc... ou l'usine qui brûle. Bon. Maintenant, on est un peu plus diversifié. Ils ont fait attention d'avoir 2-3 productions dans le monde. Voilà. Alors, les vaccins qui vont arriver, c'est presque infini. C'est presque infini parce que les nouvelles technologies font que on peut même avoir un vaccin contre l'Alzheimer, c'est possible. D'accord ? Avoir un vaccin contre l'herpès, c'est possible. Avoir un vaccin contre le streptobé, qui est la première cause d'infection néonatale, administré à la mère, toujours ce concept, c'est pas pour l'enfant, c'est pour les anticorps, c'est possible. Un vaccin contre le cytomégalovirus. Le cytomégalovirus, c'est un virus qui est dangereux pour les immunodéprimés, qui est dangereux pour les bébés. D'accord ? Il est ubiquitaire, c'est-à-dire on l'attrape dans sa vie presque tout le temps. Ça aussi, c'est dans les plans. Et les vaccins ARN ont changé la donne, quoi. C'est-à-dire le fait qu'on peut tester des trucs... rappelez-vous qu'il ne faut pas compter tellement sur les nouveaux anti-infectieux. Hein. Même si on a fait des progrès dans la maladie virale, les antibiotiques, on est très loin. Pour le sida, on a été les meilleurs médicaments pour la vaccination. Pour le sida, on n'a jamais réussi à fabriquer un vaccin contre le sida. Jamais. Ça, c'est des antiviraux. Heureusement. Heureusement. Alors, le Covid, on a progressé aussi en médicaments. Hein. Et il y a 2 ou 3 médicaments, dont le Paxlovid, qui marche bien. Hein. Honnêtement, si on l'avait eu dès le départ, on n'aurait pas eu autant de décès et de choses comme ça. Hein. Oui. Mais c'est un vrai antiviral hein, qui guérit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maladies où on dispose d'antiviraux. Hein. Il y a quelques molécules contre le VIH, bien sûr, contre l'herpès. Voilà. Donc là, c'est un vrai progrès. Tout à l'heure, vous avez évoqué la relation sport-vaccin. Ah, sport et immunité. Alors, mon dada, c'est la prévention. Alors, ce que je vous dis est appuyé sur des études extrêmement sérieuses. Quel que soit l'âge, entre quelqu'un qui n'a pas d'activité et quelqu'un qui a une activité, il y a non seulement on vieillit plus vite, etc., on a plus de cholestérol, etc. Tout ça, on le savait depuis longtemps. Ce qu'on ne savait pas, c'est que pour le développement intellectuel et pour le maintien des capacités cognitives, l'activité physique a autant d'importance que l'activité intellectuelle. D'accord ? C'est-à-dire faire des mots croisés ou retenir, c'est super, mais de l'activité physique, ça donne exactement le même résultat. Si on fait les deux, c'est encore mieux. Hein. Bon. Voilà. Ça, et le dernier qui est passionnant, c'est qu'on s'est aperçu que quand on variait d'activité physique, c'était encore plus protecteur que d'être bon dans un sport. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, vous savez, on est avec un nombre de cellules cérébrales relativement fixe, et il ne va pas se multiplier. L'intelligence et le développement, c'est la capacité qu'on a de créer des connexions entre ces cellules cérébrales. D'accord ?
Et cette connexion sur les cellules cérébrales se crée aussi bien par le sport que par l'activité intellectuelle. Mais il faut faire des choses nouvelles. Parce que si vous répétez la même activité, finalement, le circuit est déjà créé. D'accord ? Voilà. Ça, c'était pour la tête. Maintenant, sport et immunité, c'est génial parce que c'est pas la peine de faire du sport de haut niveau. Hein. Les grands champions sont pas. D'ailleurs, ils font presque toujours le même sport. Donc, par rapport à ce que je vous dis, ça n'a pas de truc. Bon. Mais il y a une relation directe entre l'activité sportive et la capacité du système immunitaire à répondre. Voilà. Donc c'est étonnant, mais c'est fabuleux. Il y a même des études qui montrent que la réponse vaccinale entre ceux qui font de l'activité physique et ceux qui ne font pas d'activité physique du ménage est plus importante pour ceux qui ont une activité physique. Et c'est pas la peine de s'imaginer qu'il faut faire 10 heures de sport par semaine, mais il faut aller un peu. Donc ça fait partie de la prévention. Moi, dans mes consultations maintenant, j'ai une part pour les ados de leur dire non, je te fais des vaccins, mais pour te protéger, il est nécessité que tu te mettes aussi à faire de l'activité physique. C'est des notions, non pas nouvelles, mais qui sont affirmées au cours du temps de façon extrêmement importante. Je suis un petit peu choqué par ce tableau. J'ai passé 85 ans, j'ai pas eu tous ces vaccins. Dois-je les faire tous en La même temps? réponse, oui. Tous en même temps? Oui. Ah. Pas tout. J'ai pas dit le même jour. J'ai pas dit le même jour, mais tu dois passer au Shingrix en premier. Ah bon, c'est quoi ça? C'est en premier. Celui-là, si tu n'as pas eu le DTCPA, il faut le faire. Ça, c'est rien. C'est diphtérie, tétanos, polio. Et le pneumocoque, c'est le Kiak-le-20 qui est là. Il s'appelle le Prevnar 20. Il faut le faire. Ça, on n'est pas obligé de le faire le même jour. D'accord. Plus la grippe et le Covid, ça en fait un paquet, tout ça à faire. Ça fait un paquet, mais en permanence, tu es stimulé par des bactéries et des virus. Et il y en a une qui peut te faire très mal. Ceux-là ne vont pas te faire très mal. Bon, alors, il faut se faire prescrire par son médecin. Tous ces vaccins-là, ce sont des vaccins qui ne sont pas des vaccins vivants, qui sont des vaccins inactivés, extrêmement bien tolérés, d'accord, et qui n'ont aucune raison. Il faut vraiment... Quand je dis 65 ans, on commence à 65 ans. Et sinon, tout le reste à faire après. Il faut se les faire prescrire par son médecin? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, ce qui est disponible par ton médecin aujourd'hui, d'accord, c'est celui-là et celui-là. Les deux premiers. Il peut te le prescrire, c'est remboursé. Les deux autres qui sont là ils sont déjà recommandés par l'HAS, mais on est en phase de négociation de prix, et normalement, les prix devraient arriver, c'est-à-dire remboursé. Parce qu'il faut se rendre compte, je vais vous donner après, le remboursement est très important. Ce vaccin-là, ça va. Ça coûte 50 balles. Bon. Celui-là, c'est 240. 2 doses. Quand je vous dis que la prévention commence à coûter cher et qu'il y a de l'industrie derrière et qu'il y a du profit, bon, mais il va être remboursé. Hein, pour tous les gens au-dessus de 65 ans, il sera remboursé. D'accord. Et le VRS, 250 balles. D'accord. Il va arriver, il va être remboursé aussi. Hein. On est dans un système, il faut se rendre compte, la chance qu'on a d'être dans un système comme ça. Et pour le Covid, il faut le refaire tous les combien de temps? Alors, le Shingrix, c'est pour la vie, une dose. Le Shingrix, une seule dose. 2 doses, pardon, et c'est pour la vie. 2 doses à 2 mois d'écart. Le Shingrix, c'est pour la vie. Vraiment, on sait que ça protège. Celui-là, il a une bonne dizaine d'années, le PCV 20. Diphtérie, tétanos, polio, c'est une bonne dizaine d'années aussi. Le VRS, pour l'instant, on sait qu'il marche bien jusqu'à 2 ans. C'est pas parce que... Après, on ne sait pas. C'est parce qu'il a 2 ans. On a les suivis de 2 ans. Et pour le Covid, il faut le refaire tous les combien? Alors, le Covid, c'est un des vaccins très difficiles parce que c'est pas le vaccin qui est en faillite. C'est le virus qui change tout le temps. C'est ça notre problème. Notre problème n'est pas... sur les anciens trucs qui circulaient, vous êtes bien protégés. Mais comme il change encore en permanence, il ne s'est pas complètement adapté à l'homme, eh ben, c'est pour ça qu'il
J'ai eu 5 vaccins et 3 Covid. Le Mais je suis dernier. au contact. Hein. Hein, je suis au contact, donc j'ai pas de problème. Je ne comprends pas, alors tu vas nous expliquer l'intérêt du Zona à 65 ans, parce que je n'ai pas vu beaucoup de complications de Zona. Donc c'est juste... voilà. La complication, elle est... Alors, je vais te donner un facteur de risque. Hein. 100% des gens ont fait la varicelle. D'accord ? À ton avis, quel pourcentage de gens qui vont faire le Zona de leur vie ? Moi je dirais, alors je vais dire une connerie, hein. Oui, mais... je vais dire 10%. Combien ? 10 ? Plus de 30%. D'accord ? Et qui le fait ? C'est les gens de plus de 65 ans. Et qu'est-ce que ça donne ? Le plus, parce que des algies post-ostériennes. Ces douleurs qui non seulement qu'on a du mal à calmer, mais qui vont pourrir la vie au sens propre du terme, avec plus de démence derrière. C'est démontré, hein ? La prévention de... Je ne savais pas, ouais, c'est pour ça. Plus de démence, plus de fractures du fémur, plus de ça, parce que ce déséquilibre est considérable. C'est pour ça que on est prêt, la société va payer 500 € par personne pour toutes, s'ils veulent bien le faire, pour toutes les patients de plus de 65 ans. Crois-moi, si on accepte de payer ça, c'est que ça vaut le coup. Si on accepte je vous dis toujours, on est toujours dans le bénéfice. Alors, le Beyfortus est à ce prix-là, oui. Et la société le paye. 400 €. Ben, en fait, je vais modérer ça. C'est le prix affiché sur la boîte. En fait, l'État a des accords prix-volume. C'est-à-dire, plus la couverture vaccinale est élevée, plus le prix baisse. Le prix que tu vois sur la base, à la fin, les firmes rendent une partie plus ou moins importante. Si on estime que, par exemple, que le Beyfortus, c'est 600 000 doses, ça ne sera pas 400 € pour l'État. C'est le prix affiché sur la boîte, et c'est le prix, mais ce n'est pas le prix réel. Le prix réel, il est souvent à la moitié du prix affiché. Pourquoi ? Oui ? Parce que c'est très compliqué, les vaccins. C'est très compliqué, et grosso modo, il y a 5 firmes pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins pour l'Occident. En Inde, il y en a, en Chine, il y en a. Il y a 5 firmes, il n'y en a pas plus. Hein. Les usines de vaccins, c'est les choses la plus compliquées du monde. Et ce qui a changé, c'est que la technique ARN permet de fabriquer des vaccins moins chers, plus vite, et dans des structures pas aussi compliquées que les vaccins d'avant. Ça va peut-être changer. J'ai pas dû me faire très attention. Le Shingrix, c'est contre quoi ? Le Zona. Le Zona ? Ouais. Vous connaissez des gens autour de vous qui ont eu du Zona ? Hein ? Bon. Et qu'est-ce que vous en pensez, si vous pouviez vous en passer ? Non. Alors, je suis désolé de vous décevoir. Vous pouvez faire un deuxième Zona et vous êtes éligible à la vaccination contre Shingrix. Voilà. Merci. Quelle place vous accordez à la vaccination post-exposition ? On le voit pour post-exposition. On le voit pour certains vaccins, c'est recommandé, oui, en fait, et pas pour tous. Quelle est la place que vous accordez à cette vaccination post-exposition ? Le phénomène essentiel, c'est la durée d'incubation de la maladie. D'accord ? Par exemple, pour l'hépatite B ou pour l'hépatite A, quand des durées d'incubation longues, on peut stimuler le système immunitaire avant que le virus soit là. Mais pour des vaccins d'évolution rapide, des maladies d'évolution rapide, comme le Covid ou la grippe, ça ne peut pas marcher parce que le temps d'une réponse immunitaire quand tu ne connais pas un virus, c'est entre 10 jours et 3 semaines. D'accord ? Donc si tu n'es pas dans ce délai-là. Quand c'est un effet rappel, c'est pas tout à fait pareil parce que les anticorps montent plus vite. Donc finalement, en post-exposition, qu'est-ce qu'on a ? On a certainement l'hépatite B, certainement l'hépatite A, on a la varicelle. Je peux vous parler après 2 mots si vous voulez de la varicelle.
On a le rougeole, quand on est dans les 3, 4, 5 jours. Et puis, je n'ai pas tellement d'autres. Tu en vois d'autres? Non. C'est les seuls qu'on a. La rage, bien sûr. La rage qui est le premier vaccin thérapeutique, tu vois. Mais les autres, la maladie va trop vite pour que... Alors, non, la diphtérie, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est-à-dire, toutes les maladies qui sont explosives comme ça, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et pourquoi la varicelle, on ne le rend pas obligatoire? Parce que moi, je me souviens, vous m'avez fait vacciner les enfants. Ouais, et ils vous l'ont pas m'aviez eu. Expliqué... Bah non, super, bah, ils ont été au contact. Alors voilà, mais vous m'aviez surtout vendu le fait que ça diminuait le risque de zona. Bien sûr. Donc pourquoi on le fait pas? Pourquoi Alors, la varicelle, normalement, devrait être recommandée en France en 2025. D'accord? Tous les pays... Alors, ça, c'est typiquement le schéma de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà une maladie que tout le monde attrape. D'accord? Tous vos enfants, vos petits-enfants, ou même, vous avez attrapé la varicelle. Et on est tous là. D'accord? Donc, combien de morts par an? Une vingtaine. 20 morts par an pour la varicelle. Et pas des gens immunodéprimés. Hein. On parle de gens sans pathologie sous-jacente. C'est pas beaucoup, 20 morts. C'est beaucoup, mais bon. Mais c'est 2000 hospitalisations. D'accord? Et c'est 700 000 consultations. 700 000. Alors, comme ce vaccin est combiné maintenant avec le RER, il n'entraîne même pas, d'ailleurs on l'a toujours fait en même temps qu'un autre vaccin, hein. Donc ça n'entraîne pas de consultation supplémentaire. Il n'y a pas de coût d'administration supplémentaire. Alors ça c'est un vaccin pas cher, hein, il doit coûter une trentaine d'euros, et quand l'État le remboursera, ce sera autour de 25 euros, c'est pas cher. Hein. Bon. C'est moins cher qu'une consultation, c'est moins cher de 2 jours d'arrêt de travail de la mère, c'est moins cher que les médicaments, etc. Donc c'est un vaccin économiquement, et tous les pays européens, au début on dit non, on ne va pas vacciner contre la varicelle, etc., parce qu'on ne sait pas. Bon. Et puis maintenant, ils passent tous à la vaccination à la varicelle. Et dernier point, ça prévient le zona. Plus tard. Voilà. Hein? Pourquoi le Shingrix c'est si cher si la varicelle ne l'est pas? Alors, la varicelle, c'est un vaccin. La varicelle, c'est un vaccin tout simple. C'est un virus vivant atténué. Pour vous donner une idée, hein, ce vaccin a 60 ans. Le vaccin contre la varicelle a 60 ans. Étonnant, hein? Les Japonais ont commencé à vacciner il y a 60 ans contre la varicelle. C'est le même vaccin, il n'a pas changé. Hein. Donc c'est une technologie très simple de fabrication et donc il n'y a pas de raison. Là, le Shingrix, c'est le top du top de la vaccinologie moderne. Un adjuvant tout à fait particulier qui a été conçu pour ça, une fraction du génome, on peut le faire même aux gens immunodéprimés, c'est pas un vaccin vivant, etc. Donc, hein? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté le vaccin tétanique? Ah, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est une question intéressante. Vous savez, on vaccine les femmes enceintes contre diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Il n'y a que la coqueluche qui leur sert. Parce que c'est plus cher de fabriquer un vaccin seul, quand c'est en petite quantité, que de prévoir des centaines de millions de doses d'un vaccin combiné. Parce que ce qui coûte le plus cher dans le vaccin, c'est les contrôles qu'on fait sur la route, qui sont les mêmes que ce soit un vaccin combiné ou non combiné. Il n'y a plus de vaccin tétanos tout seul, il n'y a plus de vaccin diphtérie tout seul, il n'y a plus de vaccin diphtérie, tétanos, polio, il n'y en a plus, parce que ça intéresse. Puis il faut être aussi, c'est le jeu. Est-ce que, si je vous dis le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, il coûte 30 balles à peu près, si vous faites la coqueluche à 60 balles, vous l'acceptez? Psychologiquement, c'est un peu dur. Hein. Psychologiquement, c'est un peu dur. Pourquoi est-ce que pour les personnes nées avant 80, on recommande un seul ROR et 2 pour ceux nés après? Alors, parce qu'avant 80, il n'y avait pas de vaccin et tous les gens avaient attrapé la rougeole avant. Voilà. On considère que 99% avec une dose suffirait. Mais
Bon, on s'éloigne un peu de ça maintenant. Et... Alors, pendant des années, j'ai été aux responsabilités depuis que j'ai quitté, que je me suis mis à faire des études, etc. Je suis auditionné, d'accord, mais je ne peux pas faire partie des commissions et c'est sain, d'accord, c'est sain. Donc il ne faut pas que les gens qui décident finalement. Mais il y a tout ce que je vous ai marqué là, je n'ai pas donné mon avis personnel, j'ai donné l'avis de la HAS aujourd'hui. Il y a un vrai changement de paradigme depuis le Covid. Ils ont compris qu'on ne s'en sortait pas comme ça sans vaccination. Et vous vous rendez compte, sur ce truc-là, il y en a 3 recommandations de l'année. Et pour les enfants, on a changé de mentalité. C'est pour ça que la conférence était sur ça. C'est-à-dire, on dit, mais pourquoi on fait tant de vaccins? On a de nouvelles armes, mais surtout, on a changé de mentalité. Que c'est plus les mêmes critères qui font décider ou pas décider, et puis que les rapports médico-économiques sont toujours bons des vaccins. Même des vaccins qui paraissent très chers. Le seul où j'ai un doute, c'est le Shingrix, hein, sur le médico-économique, pas sur l'efficacité. Bon, si vous n'avez pas plus de questions... Pas d'autres questions, alors, c'est sûr, tout le monde. Questions rentrées? Non, pas personne. Très bien. Donc, il nous reste à remercier, donc, en mon nom, au nom du conseil municipal, de vous tous ici présents, le professeur Cohen pour son exposé remarquable, didactique et convaincant, j'espère, pour tous. Voilà, merci encore. Robert, de ta venue. Voilà. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence, peut-être dans quelques mois, sur un sujet qui n'est pas encore défini, nous verrons. Voilà, merci à tous, merci Robert de ta venue et à très bientôt.